Le rythme s'accélère et mon sommeil ne me remercie pas, mais les matchs de qualité s'enchaînent. Hier, on a eu le droit à 3 rencontres tout à fait notables. J'ai choisi d'en analyser 2. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on part sur une double analyse, plus simple à réaliser que 2 vidéos, et peut-être plus simple à regarder aussi. Le Sénégal a livré une très belle prestation contre des Polonais empruntés, on commencera par ça. L'Égypte de Salah, elle, a déchanté contre des Russes qui surprennent les observateurs et sont à 99% en 8ème de finale, on conclura par ça. C'est parti. Alors il y a quelques jours à peine, le sélectionneur Aliou Cissé a fondu en larmes devant son groupe à l'occasion d'une prière collective. Celui qui était l'ancien capitaine des Lions de la Teranga version 2002 a peut-être réalisé ce que le Sénégal jouait en Russie, l'occasion d'écrire une nouvelle page du football africain. Et après 4 défaites successives de l'Égypte, du Maroc, du Nigeria et de la Tunisie, les Sénégalais avaient pour ambition de ne pas répéter les erreurs de leurs camarades continentaux. Et en face, la Pologne, elle, a des ambitions non dissimulées pour cette édition 2018, et au pays de Chopin, on veut éviter la fausse note, surtout que quelques heures plus tôt, la Colombie a chuté contre le Japon. Et si le match a pris un peu de temps à s'emballer, la débauche d'énergie sénégalaise, phénoménale, pousse les Polonais à la faute et est récompensée par une frappe d'Idrissa Gueye à la 38e minute que le malheureux Thiago Sionek dévie dans son but vide. Lewandowski tente de remettre sa Pologne dans le match, mais ses efforts sont trop isolés et demeurent vains, et ça va aller de mal en pis pour les rouges et blancs. Une relance catastrophique de Krychowiak et une sortie très approximative de Szczesny ouvrent la voie du but vide à Mbanyang qui se fait pas priver. 2-0 sur 2 erreurs, mais ce n'est pas un hold-up pour autant, tant les Sénégalais semblent collectivement supérieurs. En fin de match, Krychowiak se distingue à nouveau, positivement cette fois, d'une tête bien placée qui permet aux Polonais de réduire le score, mais Koulibaly harangue ses troupes, les Lions de la Teranga résistent et décrochent leur première victoire. Et alors mon premier enseignement est assez évident puisqu'il s'intéresse au contraste collectif qu'on a vu entre une sélection très mal organisée, la Pologne, et un bloc avec une répartition des tâches claires et des joueurs proches les uns des autres, le Sénégal. Positionné dans un 4-2-2-2 qui se transformait en 4-2-3-1 avec les décrochages de Milik au cœur du jeu, les Polonais étaient très étirés et ont donc confié les clés de l'animation à celui qui est par nature un buteur, bien loin d'avoir les qualités requises pour ce poste de numéro 10. Zielinski, qu'on aurait peut-être plus vu dans ce rôle et qui a évolué très bas au poste de milieu défensif / meneur de jeu reculé, a très peu pesé. De la même manière, les milieux latéraux Grosicki et Błaszczykowski longeaient la ligne de touche, mais sans laisser d'espace à Rybus et Bednarek pour déborder. Finalement, les rares éclairs polonais sont venus d'un Lewandowski qui a été contraint à prendre le jeu à son compte, mais dans un registre qui est loin d'être le sien et qui donc logiquement n'a pas été couronné de succès. Alors qu'en face, on a eu un Sénégal positionné bas en phase défensive, mais capable de superbes projections collectives, et alors qu'on parlait d'un Lewandowski obligé de faire tout seul, c'est comme un symbole que la star Sadio Mané a été un des joueurs les moins en vue du côté des Lions de la Teranga. Les percées d'Ismaïla Sarr, les très bons mouvements vers l'avant de Sabaly, et plus généralement le jeu à 1 et 2 touches de balle conduits par Gueye et Ndiaye ont permis aux Sénégalais de trouver des positions très intéressantes. Ce qui est notable d'ailleurs, c'est que le Sénégal aussi était disposé en 4-2-2-2, donc on avait une sorte de formation miroir, mais grâce à ces milieux latéraux qui se sont beaucoup plus réaxés, et en profitant d'une défense centrale polonaise positionnée très basse, on va y revenir, les hommes d'Aliou Cissé ont réussi à trouver par exemple des passes obliques à ras de terre en pleine surface de réparation qui ont été très dangereuses. Et ça nous permet de faire la transition avec le deuxième enseignement, qui est que l'absence de Glick, leader de défense du groupe de Navalka, a beaucoup pesé. Pasdan et Sionek, eux, ont été très légers, malmenés par le point de fixation Mbanyang, qui a permis aux Sénégalais de trouver des relais intéressants. Et le deuxième but, même s'il est en partie imputable à la décision assez litigieuse quand même d'autoriser Nyang à rentrer sur le terrain au moment où il l'a fait, et ce deuxième but, il est le symbole d'une défense amputée de son leader, qui a combiné 3 erreurs individuelles grossières pour offrir sur un plateau le but du break au Sénégal. Il faudra faire beaucoup mieux par la suite. Dernier enseignement, c'est qu'avec cette victoire, le Sénégal se positionne très clairement comme le favori de ce groupe homogène. Et d'ailleurs, on sent que c'est un statut qui leur va bien. Au coup de sifflet final, par exemple, j'ai pas vu de joueurs s'écrouler de bonheur sur la pelouse, j'ai pas vu d'énormes démonstrations de joie, j'ai vu une satisfaction calme qui symbolise un groupe de vainqueurs prêts à aller beaucoup plus loin, et ils en ont les capacités. On passe à mes tops,
Et M'Baye a été le joueur du match sans aucun doute possible. Point de fixation très utile, il se crée son second but tout seul, avec un peu de malice et beaucoup de fraîcheur physique. C'est rassurant de voir que quand Sadio Mané livre une prestation en demi-teinte, un autre leader d'attaque peut prendre le relais. Et ensuite j'ai distingué Badou Ndiaye, très précieux au milieu, et Youssouf Sabaly, solide sur son côté et auteur de quelques passes remarquées. On passe au flop et on y retrouve sans surprise Krychowiak. Son but tardif ne rattrape pas sa relance catastrophique qui permet au Lyon de plier la rencontre. Où est passé le taulier de Séville? Ensuite, pour moi, une grande partie de la vacuité offensive polonaise est venue de Milik, incapable d'assumer ce rôle de 10 dont il n'a tout simplement pas les qualités. J'aurais préféré voir Zielinski à sa place. Et enfin, la sortie de Szczesny est une catastrophe et n'a pas dû rassurer le staff de la Juve à l'aube de la saison prochaine. Voilà, on va passer à Russie-Égypte maintenant, mais n'hésitez pas à me dire d'ores et déjà ce que vous avez pensé de ce match des Lions. S'il y a des Sénégalais parmi vous, d'ailleurs, je compte sur votre rapport. Quelle a été la perception de ce match d'ouverture? Et est-ce que les Lions battront le Japon dans 4 jours? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Et alors, comme un symbole du football infini, 1 heure après la fin de Sénégal-Pologne, et après la fin donc de cette première journée de phase de groupe, on a eu le droit au retour de la Russie et au lancement des deuxièmes matchs. Les enjeux ne sont dès lors plus les mêmes. Avec une victoire, le pays hôte se qualifierait à 99% de certitude pour les huitièmes de finale, un résultat inespéré pour une sélection qu'il y a quelques jours, tout le monde voyait s'écrouler dans son mondial. Côté Pharaon, ensuite, le retour de Mohamed Salah était un immense motif de satisfaction et d'espoir, mais les Égyptiens n'avaient plus le droit à l'erreur et ils devaient absolument commencer à engranger des points pour continuer à y croire. Et comme souvent, l'enjeu a un peu tué le jeu, mais pendant une mi-temps seulement. Au retour des vestiaires, les Russes déchaînés ont inondé une défense égyptienne extrêmement faible. À la 62e minute, un but contre son camp du capitaine Ahmed Fatih, un plat du pied dans les 6 mètres de Cheryshev et un festival de Djouba en pleine surface ont porté le score à 3-0. Salah sauvera l'honneur grâce à un penalty qu'il a provoqué lui-même, mais ce but tardif n'éteint pas la clameur de Saint-Pétersbourg qui chante ses héros et se met à rêver d'une première place du groupe. Et alors mon premier enseignement, qui est un peu à contre-courant du résultat, mais qui sautait juste trop aux yeux pour ne pas le noter, c'est à quel point Salah symbolise l'alpha et l'oméga de cette attaque égyptienne. Au sortir du match contre l'Uruguay, j'avais été très déçu par une sélection qui avait été tout simplement incapable de produire du jeu ou même de se créer une occasion. Mais hier, on a bien vu à quel point Salah est le leader incontesté de cette équipe. Tous ses coéquipiers le cherchent en première intention, mais il n'y a rien à dire, ça bonifie clairement leur jeu et cet attaquant a indéniablement quelque chose en plus que les autres, même diminué, même sans préparation physique, il était de très loin le plus dangereux des 22 acteurs sur la pelouse. Et même au-delà du jeu, il a assumé son rôle de leader jusqu'au bout, par exemple en ne laissant pas transparaître de signes visuels de découragement ou de frustration, en haranguant continuellement son équipe, en provoquant son propre penalty qu'il inscrit sans trembler. Finalement, ce match nous laisse quand même un peu de regret de ne pas pouvoir profiter plus longuement de ce talent fou en Coupe du Monde. Mais même si Salah est extraordinaire, le foot est un sport collectif et quelque chose me dit que cette sélection était juste bien trop démunie pour espérer mieux. Car quand j'évoque ces pyramides mal gardées, c'est évidemment une référence à la faiblesse abyssale de la défense égyptienne, qui a livré une des pires prestations de cette Coupe du Monde 2018, voire la pire si on accepte l'Arabie Saoudite en match d'ouverture. D'ailleurs, les 3 buts proviennent d'erreurs flagrantes, un tacle du genou très gênant d'Ahmed Fatih pour l'ouverture du score, une défense totalement aux abois sur le centre de Manuel Fernandez que Cheryshev reprend tranquillement dans les 6 mètres sans être attaqué. Et que dire de cette passivité incroyable des défenseurs centraux sur le 3e but de Djouba, qui réussit quand même l'exploit de réceptionner une passe longue de 50 mètres en pleine surface et d'éliminer, alors qu'il est loin d'avoir une qualité de dribble époustouflante, d'éliminer 2 défenseurs pour fusiller à bout portant le gardien. Même avec 3 Mohamed Salah aux avant-postes, on n'aurait pas pu rattraper autant d'erreurs. Ok, dernier renseignement, les Russes en conquête, car une fois qu'on a évoqué toutes ces faiblesses égyptiennes, il faut bien reconnaître des qualités à la Sbornaïa, qui a quand même inscrit 8 buts en 2 matchs, certes pas contre des cadors, mais quand même pour une sélection qu'on disait en pleine crise, dont le désamour avec ses propres supporters commençait à devenir inquiétant, c'est une belle revanche. Et on peut pas bouder son plaisir, ok les Russes hésitent pas à laisser la balle à leurs adversaires, ils se positionnent très bas, mais leurs contres sont fulgurants et il y a dans les rangs de cette équipe quelques vrais bons joueurs. Ils disputeront la première place du groupe à l'Uruguay dans 5 jours et c'est totalement mérité.
On passe au top, et si Dzyuba et Cheryshev n'ont pas déçu et méritent totalement leur place ici, j'ai été particulièrement séduit par Samedov, excellent tireur de coups de pied arrêtés. Il est un joueur intelligent qui trouve de belles ouvertures, très bon match de sa part. Niveau flop, ça n'a pas été très compliqué non plus, le capitaine Fatih inscrit un but contre son camp pas loin du ridicule, Ali Gabr a été catastrophique, tout comme son partenaire Shafi, et on aurait pu facilement faire un flop 5 ou 6. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que cette sélection russe vous impressionne et qu'est-ce que vous la voyez faire contre l'Uruguay? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Moi je file monter cette vidéo avant de regarder Portugal-Maroc à 14 h qui promet d'être un sacré match. Je vous dis à très vite, bisous.